Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, présente Livrez-vous. Bonjour et bienvenue dans Livrez-vous, l'émission littéraire de Public Sénat. Peut-on raconter l'histoire de l'humanité ? Et puis, après tout, l'histoire de l'humanité est-elle un roman ? Votre réponse est oui. Éric Emmanuel Schmitt, bonjour. Oui, bonjour. Vous vous lancez dans une œuvre, dans une aventure folle. Paradis perdu, c'est le premier tome d'une série de 8 tomes racontant rien que moins que l'histoire de l'humanité. Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans une telle entreprise ? C'est une idée qui m'a traversé lorsque j'étais jeune agrégé, que je sortais de Normal Sup et je commençais à enseigner à l'université. Et l'idée m'a traversé d'un personnage qui serait immortel et qui serait non seulement le témoin, mais l'acteur de toutes les grandes mutations qui ont fait notre vie. Mais voilà, à 25 ans, j'étais capable d'avoir l'idée, mais j'étais pas capable de réaliser ça. Alors, c'est devenu un projet de vie. C'est-à-dire que oui, chaque œuvre que j'ai fait après était un objet en soi, mais c'était aussi une propédeutique. Une façon d'élargir mon souffle, de me rendre peut-être capable un jour d'avoir le souffle du projet. C'est vrai, c'est vraiment une question de souffle. J'en lis un extrait. C'est Noam, votre héros. Il est immortel. C'est heureux ou malheureux, vous allez nous le dire. Je suis né il y a plusieurs milliers d'années dans un pays de ruisseaux et de rivières, au bord d'un lac devenu une mer. Par modestie ou par prudence, j'aurais préféré ne jamais écrire cette phrase. Elle ébruite un destin que j'ai tenu secret. Cet homme est immortel, on le suit donc au départ dans une communauté préhistorique lacustre. Pourquoi avoir fait ce choix, Éric Emmanuel Schmitt ? Je voulais pas commencer. Je voulais commencer au moment où l'histoire humaine se met en route, c'est-à-dire au moment où l'homme se sédentarise. Voilà, parce que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, nomades, finalement, avaient une vie assez enviable. Ils étaient très très peu nombreux dans une nature extrêmement généreuse. Ils consacraient assez peu de temps aux nécessités naturelles et ils avaient du temps pour la rêverie, la jouissance, le jeu, enfin tout ce que vous voulez. Et puis tout d'un coup, il y a une espèce de ruse de l'histoire ou un piège que l'homme s'est tendu à lui-même. Il s'est installé, il s'est sédentarisé, souvent au début près de lacs parce qu'il y avait la garantie de l'eau et de la nourriture qui vient du lac. Et à ce moment-là est née la division du travail et le travail à proprement parler, du coup, la condition de la femme, puisque nos ancêtres chasseuses-cueilleuses faisaient peu d'enfants parce que c'était difficile de se déplacer avec des enfants. Et tout d'un coup, la femme devient une pondeuse au foyer, notion qui s'invente. Et donc, c'est le début du patriarcat. Donc c'était un moment charnière que je voulais raconter et mon héros Noam va naître dans une cité lacustre, mais à un certain moment, à cause des conflits qu'il a avec son père et du fait qu'il est amoureux de la même femme que celle dont son père est amoureux, il va s'écarter du village, avoir une vie de chasseur-cueilleur et puis revenir au village. On pense aussi à un livre qui a beaucoup plu, celui de Yuval Noah Harari, Sapiens. On pense à cette vision de la préhistoire. Éric Emmanuel. Moi, quand j'ai lu Harari, j'étais très heureux parce que d'abord j'ai vu qu'on avait les mêmes lectures depuis des années, puisqu'il y a une formidable synthèse dans le travail de Harari. Puis après, il y a quelques hypothèses qui sont les siennes. Et ce qui m'a encore plus réjoui, c'est de voir que le public avait envie de saisir les grandes lignes qui ont fait de l'homme ce qu'il est. Parce qu'au fond, il y a quelque chose qui s'est passé au XXe siècle, c'est que la notion même d'histoire a changé.
Avant, ce qu'on appelait l'histoire, c'était l'histoire politique. Tout ça vient de Tacite, etc. C'était l'histoire des grands hommes et l'histoire du pouvoir. Et tout d'un coup, grâce à la nouvelle histoire, on s'est rendu compte que non, c'était des mouvements beaucoup plus profonds et beaucoup plus fondamentaux qui faisaient l'histoire. C'est l'histoire qui faisait les hommes plus que les hommes qui faisaient l'histoire, même si parfois il y a une dialectique. Et donc ce projet, il est quelque part rendu possible par le fait que l'histoire a changé de sens. C'est-à-dire, je crois qu'on peut véritablement mettre une fiction, et puis en plus, il y a une fiction qui va illustrer tous les moments où ça glisse. Oui, c'est ça, c'est un récit initiatique que vous nous offrez, Éric Emmanuel Schmitt. Mais alors, au sujet de l'histoire que les hommes font sans parfois savoir quelle histoire ils font, vous dites, les hommes rapportent tout à eux, les événements n'arrivent pas, ils leur arrivent, mieux, ils ne leur arrivent pas, ils leur sont destinés, une calamité aussi durement qu'ils la subissent, s'avère un message à leur intention. Oui, c'est fou. L'égocentrisme humain qui fait que voilà un déluge qui est censé toucher toute la nature et tous les vivants, non, c'est Dieu qui leur parle et qui les punit et puis qui les rend responsables. Et puis en même temps, le moment du déluge, par exemple dans la Bible, est un moment où Dieu certes veut détruire l'homme, mais c'est un moment aussi où il met l'homme sur un piédestal, puisqu'il va dire à Noé, toi je te choisis, parce que tu te comportes de telle ou telle façon, tu vas sauver l'humanité et les autres animaux. C'est-à-dire que Dieu rend l'homme maître et possesseur de la nature, comme disait Descartes. Et c'est pour ça que ce premier volume raconte le moment du déluge, parce que c'est véritablement pour moi le début de l'histoire. C'est-à-dire c'est le début du moment où l'homme est en charge de la terre, du vivant et de sa propre destinée, puisque Noé sauve les hommes comme les animaux. Donc c'est vraiment aussi un moment charnière. Oui, mais alors, évidemment, la phrase que je viens de lire, et puis même la notion de déluge, de catastrophe, elle résonne différemment dans la période actuelle, oui. Éric Emmanuel Schmitt. Oui, c'est pour ça que le roman commence au présent, où Noam se réveille dans une grotte du Liban. Pourquoi le Liban ? Parce que c'est le théâtre de tous les conflits, toujours, c'est la grande scène de tous les conflits qui n'appartiennent pas seulement au Liban. Et c'est un pays, moi, que j'aime passionnément. Et il se réveille et il découvre notre monde parce qu'il dort depuis quelques décennies. Il hiberne. Et il va découvrir quelque chose d'absolument nouveau. Ce propre du XXIe siècle, une conscience mondiale du fait que l'homme est peut-être allé trop loin. C'est-à-dire que l'homme a finalement tellement exploité la nature, dominé la nature, qu'il est peut-être en train de détruire la nature ou les conditions de sa propre survie dans la nature. C'est-à-dire l'homme s'est attaqué à l'homme. À la différence de toutes les fins du monde précédentes, derrière la fin du monde, ce n'est pas Dieu, les dieux ou la nature, c'est l'homme lui-même. Et c'est à cause de ça que Noam éprouve le besoin de raconter l'avant, pour dire comment ça s'est passé, cette boursouflure humaine dans laquelle nous souffrons aujourd'hui. Mais alors, le fait d'écrire cela, de prévoir cette histoire, une histoire gigantesque, ça va faire 5000 pages, Éric Emmanuel Schmitt. Comment en avez-vous conçu le plan ? Comment écrit-on une telle histoire ? Vous savez, Sacha Guitry disait qu'une première de théâtre réussie, c'est une série de catastrophes évitées. Un roman, c'est pareil. Et on réfléchit beaucoup à tous les problèmes, à tous les pièges que peut poser une telle narration, etc. Donc il y a une grande réflexion critique comme ça avant. Et puis après, il y a évidemment de l'information, mais le temps de l'information n'est pas le temps où on s'informe. C'est un temps beaucoup plus lent, il faut que ça sédimente. Parce que moi, ce que j'aime pas dans les romans historiques, c'est quand je vois apparaître les fiches. Et quand tout d'un coup, l'auteur nous décrit ceci... Non, dans un roman contemporain, il n'y a pas de fiche. Et il faut écrire un roman historique comme on écrit un roman contemporain. C'est-à-dire, la société fait fond avec évidence. Donc, il faut beaucoup sédimenter pour arriver à vivre comme ça, à faire revivre une époque. C'est la première fois, en tout cas, que vous écrivez un livre aussi épais, puisque d'ordinaire, on vous connaît pour vos pièces de théâtre et pour des œuvres courtes, Éric Emmanuel Schmitt. Ben oui, parce que je pense que, comme disaient les peintres, le sujet commande. C'est-à-dire que le fond doit engendrer la forme. Et certains sujets certaines histoires pour être percutantes et fortes doivent être courtes. Et j'ai toujours été étonné par les gens qui font des livres de la même taille chaque fois, comme si leurs idées avaient la même taille.
Je crois que pour moi, c'est le fond commande la forme, c'est-à-dire que je règle le sablier de l'écriture, le sablier des pages, si vous voulez, sur ce que j'ai à dire. Et là, bien sûr, si j'ai tellement reculé devant ce projet pendant des années, c'était parce que forcément, il me forçait à concevoir effectivement à peu près 5000 pages d'un grand roman qui se tient, parce que je tiens au romanesque. Je veux que le livre puisse être lu au premier degré et au second. Comment justement conçoit-on une histoire comme ça? Parce que vous êtes passé maître dans l'art de faire tourner les pages, Éric Emmanuel Schmitt, et ça j'imagine que c'est du talent, c'est aussi un certain nombre de techniques, de manières de faire. Ou non, c'est surtout un rapport à ce qu'on raconte. Je déteste m'ennuyer. Et je m'ennuie très vite. Donc je fais en sorte de ne pas m'ennuyer non plus quand j'écris ou quand je me relis ou quand je pense que l'autre va me lire. Donc pour moi, il y a une certaine rapidité. Et puis la rapidité peut amener l'éclat aussi. C'est-à-dire que dans un rythme, on peut glisser une pensée tout d'un coup et puis celle-ci, elle va pouvoir appartenir à celui qui lit. Et les sources d'inspiration, donc on a d'un côté les grands récits fondateurs, l'épopée de Gilgamesh, la Bible, qu'est-ce qui le représente pour vous? Eh bien, je pense qu'il n'y a pas d'humanité, enfin de société, sans un accord autour d'une fiction. Aujourd'hui, la fiction, il y a eu toutes les religions, les mythologies, etc. Aujourd'hui, la fiction qui nous réunit, à laquelle on croit, c'est la science. Et quand je dis ça, c'est sans mépris. Parce que d'abord, j'ai pas de mépris pour la fiction. Mais en plus, quand je dis que la science est une fiction, c'est une chose que Karl Popper, grand épistémologiste, dirait aussi. Hein. C'est juste une fiction pas encore démentie. Donc, je crois que c'est très important. Et alors, donc, dans le livre, je vais un peu faire une histoire des grandes fictions sur lesquelles les hommes se sont rassemblés. Et alors, la folie du livre, c'est d'écrire l'histoire comme l'histoire réelle de ce que les hommes auraient fait de cette histoire. C'est-à-dire, mon personnage s'appelle Noam, il va rester dans une partie de l'humanité sous le nom de Noé, et puis ça me permet de dire ce qu'en a fait la Bible, comment elle interprète cet événement qui est réel, qui a sans doute... Il y a eu un déluge local en Méditerranée. Les livres sacrés ont également une importance fictionnelle, certes, mais ils sont aussi des forces agissantes. Vous avez eu une crise mystique, Éric Emmanuel Schmitt, donc ce sont des choses qui ont compté. Ça fait maladie, je ne suis pas d'accord. J'ai eu une nuit mystique. Vous avez une bénédiction mystique, si vous voulez, mais en tout cas... Une nuit mystique qui a illuminé mes jours. Voilà. Je ne sais pas si crise, d'ailleurs, est péjoratif pour moi, à l'origine. Oui, mais non, je suis très vétilleux sur ces questions de spiritualité, parce qu'on a tendance à parler avec mépris des spiritualités. Non, ce n'était pas le cas. Mais vous vous considérez comme religieux? Pas du tout. Spirituel. C'est-à-dire, moi, la nuit mystique que j'ai eue dans le désert du Hogar, où je m'étais complètement égaré, était une expérience spirituelle, pas une expérience religieuse. Je n'ai reçu le Dieu d'aucune religion. Et comme je n'avais pas de cadre religieux, puisque j'étais athée, d'une éducation athée, élève de Jacques Derrida à l'école normale supérieure, et faisant ma thèse sur Diderot. Donc j'étais vraiment la personne la plus athée qui soit. Et voilà, ça me tombe dessus. La révélation, c'est une révolution, et il faut tout repenser différemment. Donc c'était une expérience spirituelle. Mais bien sûr, cette expérience spirituelle m'a donné après l'accès aux grandes religions, parce que, comme dit Bergson, toutes les religions ont le même cœur, le cœur mystique, au centre, un feu. Et puis après, les religions sont juste des manières de dire maladroite, forcément maladroite, parce qu'il n'y a pas de mots pour dire l'invisible. Et puis des manières d'organiser, des manières aussi d'institutionnaliser. Et c'est un refroidissement du feu. Toutes les religions sont des refroidissements du feu. Et puis alors, il y a une autre, je ne vais pas dire crise, mais en tout cas, il y a une autre découverte dans ce roman, c'est la découverte que fait Noam de l'amour, avec Noura, et c'est un roman qui est extrêmement sensuel. Oui, j'ai enfin pu me lâcher. Au théâtre, je peux pas. Au théâtre, c'est les acteurs qui ont un corps, c'est pas l'auteur. Oui, moi je crois que la vie est faite de rencontres. Qu'est-ce que c'est qu'une rencontre? C'est ce qui crée un avant et un après. Et Noam a la vie d'un autre avant de rencontrer Noura. Il a la vie d'un autre, c'est-à-dire il a la vie du clan, une vie indifférenciée, en plus dans une époque très peu individualiste, pas du tout comme la nôtre. Donc il a juste sa place,
qui est là, et sa place, c'est indépendant de sa personnalité. Et tout d'un coup arrive cette femme, qui a, elle, le miracle d'être ce qu'elle est, indépendamment de la condition qui est faite à la femme. Il y a des êtres comme ça, qui ont toujours échappé à toutes les déterminations. Elle a cet éclat. Elle est une femme et 1000 femmes, donc avec lui, il va pouvoir être un homme et 1000 hommes. Et puis c'est parce qu'il la rencontre que tout d'un coup, il va découvrir ce qu'est son père, s'opposer au père, parce qu'il va y avoir un conflit, découvrir l'archéologie familiale. Parce que le père est un personnage infiniment moins agréable que le fils. Oui, au départ, non. Parce qu'on le voit à travers les yeux de son fils. Et puis il va découvrir la réalité de son père, qui est un magnifique pervers narcissique. Hein. Ils sont toujours très séduisants, les pervers narcissiques. Et un homme qui n'est pas ce qu'il raconte qu'il est. Et ça va marquer évidemment Noam pour toujours. Mais donc il y a une opposition au père. Le père qui est l'homme de la modernité. À cette époque-là, c'est-à-dire l'homme qui organise le village, qui a l'idée de faire un marché, de faire du commerce, de les centraliser, qui crée finalement une sorte de police, et puis en même temps qui va se livrer à des exactions qui sont continuelles dans l'histoire politique. Et puis alors, toujours parmi les références ou les choses auxquelles fait penser Paradis perdu, Éric Emmanuel Schmitt, il y a le feuilleton inachevé de Dumas, Isaac Lagdem, l'épopée du Juif errant. C'est une référence pour vous? Ah oui, Dumas déjà. C'est pour ça que j'aime le romanesque. J'aime la littérature parce que... quand j'étais petit, on avait voulu me faire des trucs lire des trucs pour enfants, donc je trouvais ça débile, donc je croyais que je n'aimais pas lire. Et puis un jour, un déménagement de mes parents me fait perdre tous mes camarades, tous mes amis, et j'ai eu un réflexe salvateur. Je suis allé dans la bibliothèque de mon père et j'ai tiré un livre qui avait une jolie couverture, c'était Les Trois Mousquetaires. Et là, j'ai eu 4 amis pour la vie déjà. Et puis la passion de la littérature qui est née. Donc oui, j'adore Dumas. Et ce qui m'effraie dès qu'on évoque son projet du Juif errant, c'est qu'il l'a pas fini. Moi non plus, j'ai pas fini. Alors attention. Non, mais ça va vous donner force et vigueur. Je sais que vous êtes inquiet de ça, Éric Emmanuel Schmitt. Vous dites oui et non. Au sens où je pense que quand on se donne un grand projet, on se donne des années de vie pour le faire et l'énergie de le faire. C'est très très bon de savoir pourquoi on se réveille le matin, et d'avoir de l'envie, d'avoir du désir. Je me suis toujours réveillé avec de l'envie et du désir, mais là c'est concentré sur ce projet. Et puis vous savez, moi j'aime tout de l'écriture. J'aime le moment où je doute, j'aime le moment où je déchire, j'aime le moment où je rature, le moment où je me dis mais j'ai jamais vu un écrivain aussi nul que toi, etc. Et oui, j'aime tout. C'est vivant. Alors justement, on a essayé d'inviter l'un de vos amis, Éric Emmanuel Schmitt, dans l'invité qu'on n'a pas pu inviter. Et oui, parce que cet ami que vous connaissez bien, c'est Diderot, et plus précisément l'auteur de l'encyclopédie, car dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, il y a un article roman, et d'ailleurs je cite la première définition que donnent Diderot et d'Alembert: récit fictif de diverses aventures merveilleuses ou vraisemblables de la vie humaine, le plus beau roman du monde, Télémaque, est un vrai poème à la mesure et à la rime près. Vous aimez beaucoup Diderot? Passionnément. Pourquoi? J'aime Diderot parce que c'est un esprit libre. Il n'a pas bon goût. À la différence de Rousseau, qui veut toujours montrer qu'il est un autodidacte qui a réussi, ou à la différence de Voltaire, qui a le goût de l'aristocratie qu'il fustige. Diderot, non, il est libre. C'est ses humeurs, c'est ses emportements, etc., etc. Diderot accepte de ne pas savoir. Il a l'esprit du doute. Et quand il affirme, il a toujours conscience qu'on pourrait affirmer l'inverse. Donc pour moi, c'est un vrai esprit philosophique. Et puis ce que j'aime dans Diderot, c'est aussi de porter la philosophie en dehors du champ de l'essai philosophique. Il n'en a pas écrit un seul, enfin, à part dans sa jeunesse. Mais c'est-à-dire, il n'y a pas trouver des genres
la pièce de théâtre, le dialogue, le roman, qui permettent de porter l'interrogation philosophique. Et ça, vraiment merci. Il l'a fait au plus haut niveau. Et puis, il est encyclopédique. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de hiérarchie des savoirs. Il n'y a pas un savoir noble. Alors, il faudrait qu'on parle... Moi, je suis comme lui, je suis autant intéressé par une théorie mathématique que comment on fait du pain. Et du bon pain, si possible. Tout vous passionne? Oui. Je suis exhaustivement passionné, c'est fatigant. Le soir, il faut m'assommer parfois. Mais je pense que Diderot était comme ça. Et finalement, quand j'ai choisi pour ma thèse, je me souviens... je ne sais pas ce qui s'est passé en moi. Je pense que c'était le choisir, c'était me révéler quelque chose à moi-même. D'abord, mettre un grand modèle devant moi. C'était aussi me révéler que j'avais des aspirations communes. Et oui, parce qu'en fait, on découvre que vous avez enseigné. Pourquoi vous avez cessé d'enseigner, Éric Emmanuel Schmitt? Ce qui m'est arrivé, la chose dont tous les écrivains rêvent, dès ma première pièce, j'ai vécu de ma plume. Parce que dès ma première pièce, j'ai été joué dans le monde entier. Et j'ai toujours vécu de ma plume, à partir du moment où j'ai écrit. Donc j'ai enseigné 5 ans. Des regrets? J'adorais enseigner. J'adorais le rapport aux élèves, j'en vois toujours. J'en ai pas eu beaucoup, mais j'en vois toujours certains. Je suis toujours touché de les voir. J'aurais aimé pouvoir continuer à enseigner. Mais on ne fait pas qu'enseigner quand on est responsable d'un département de philosophie à l'université. On organise plein de choses, on a plein de copies, etc., etc. Et puis ce cadeau que me faisait la vie de me dire, voilà, tu peux te consacrer entièrement à ta passion. Mais je pense que j'ai reporté quelque chose de mon désir de transmettre dans tout ce que j'ai écrit. Et c'est ce que vous continuez effectivement à faire au travers de Paradis perdu, d'autres livres ayant pour sujet l'humanité. Éric Emmanuel Schmitt, on va voir une sélection qui est faite par notre camarade Yannick Lerible de la librairie Le Divan à Paris. Il existe bien des manières de raconter l'histoire de l'humanité. En voici une particulièrement originale et inattendue, une histoire du monde en 100 objets de Neil MacGregor, publiée aux éditions des Belles Lettres. Neil MacGregor est un historien de l'art britannique, il a dirigé la National Gallery et le British Museum. C'est justement au sein du British Museum qu'il a sélectionné une centaine d'objets extrêmement divers, extrêmement variés, des objets du monde entier, de différentes cultures, de différentes civilisations, et qui retrace donc l'aventure humaine de ses origines jusqu'à nos jours. Un ouvrage captivant et magnifique qui nous propose un inoubliable voyage à travers les âges, les continents et les cultures. Une autre manière de raconter l'histoire de l'humanité est de le faire à travers les cartes. Je vous propose l'Atlas historique mondial. C'est un travail remarquable, un travail collectif dirigé par Christian Grattalou, qui est géohistorien. Ici, vous avez un atlas à la pointe de la recherche historique, un atlas à la pointe de la technique cartographique. Vous y trouverez tout ce qu'on peut attendre d'un atlas classique, mais aussi une multitude de cartes inédites, des sujets, des espaces, des temporalités qui jusqu'ici n'avaient jamais été cartographiés. Voilà un véritable atlas ancré dans le XXIe siècle, un atlas qui est vraiment mondial, qui correspond aux problématiques historiques actuelles et un atlas vraiment indispensable dans toute bonne bibliothèque. Si quelqu'un connaît bien la traversée des temps, c'est bien François Hartog, qui vient de publier aux éditions Gallimard, dans la bibliothèque des histoires, Chronos, l'Occident aux prises avec le temps. François Hartog poursuit sa réflexion sur les formes historiques de notre rapport au temps. On lui doit le concept de régime d'historicité qui définit la façon dont nous ordonnons les uns par rapport aux autres les temps du passé, du présent et du futur. On lui doit notamment la notion de présentisme pour définir la forme contemporaine de notre temps, où le présent est omnipotent, cannibalise le passé, le futur. Ici, dans cet ouvrage, il revient abondamment sur le régime chrétien d'historicité. C'est un temps où le présent occupe tout l'espace, un présent sans consistance, un présent sans épaisseur, tout entier dirigé vers la fin des temps. C'est en gros un temps de la fin. Voilà un livre extrêmement stimulant, un livre passionnant et magistral.
L'histoire de l'humanité par Éric Emmanuel Schmitt, Paradis perdu. Alors c'est le premier tome, mais alors le second tome, il sera publié quand? Ah ben la bonne nouvelle, c'est qu'il est quasiment prêt. Et donc il sera publié en octobre. Et ça s'appellera La Porte du Ciel, ce qui est la traduction de Babel. Babel, ça veut dire porte du ciel. Et je vous emmènerai dans la civilisation mésopotamienne, c'est-à-dire l'invention de la ville, l'invention de l'écriture, l'invention des mathématiques, l'observation du ciel. Enfin, tous ces mouvements qui vont nous faire. C'est un voyage qui fait envie. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. À très bientôt sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous. Revoir ce programme en replay sur publicsénat.fr.